En 2007, une fillette de 3 ans nommée Madeleine McCann a disparu d'un appartement à Praia da Luz, au Portugal. Ce qui aurait dû être une simple course contre la montre pour retrouver une enfant disparue s'est rapidement transformé en toute autre chose. Dès les toutes premières heures, cette affaire ne visait plus seulement à localiser une petite fille. Elle est devenue une saga géopolitique, un imbroglio de gouvernement, de stratégie médiatique et d'intérêts institutionnels. La disparition de Madeleine a été l'étincelle, mais ce qui a suivi a révélé une histoire bien plus sombre, une histoire où la vérité semblait moins importante que la protection et la justice moins urgente que les apparences. La promesse initiale semblait convaincante. Les autorités ont déclaré « Nous nous engageons absolument à découvrir ce qui est arrivé à Madeleine McCann ». Elles ont parlé de collaboration entre les enquêteurs portugais, les autorités britanniques et même des détectives privés. Sur le papier, 3 nations différentes devaient unir leurs forces pour découvrir la vérité. Pourtant, 17 ans plus tard, malgré des millions de financements, une saturation médiatique internationale et plusieurs suspects désignés, personne n'a été tenu responsable. Les dossiers officiels restent ouverts, mais la piste de la justice semble délibérément glaciale. La question persiste donc. Ce n'est plus « Qui a enlevé Maddy ?» Cette question a été noyée sous des années de déclarations contradictoires, de juridictions conflictuelles et de manœuvres politiques. La vraie question est maintenant, qui s'est assuré que le monde ne connaîtrait jamais la vérité? S'agissait-il simplement d'une affaire mal gérée ou était-ce quelque chose de bien plus délibéré? Une dissimulation orchestrée par les institutions même chargées de la justice? Dès le début, l'enquête a porté le poids de 3 nations, chacune avec son propre agenda. Le Portugal, où le crime a eu lieu, aurait dû avoir le contrôle principal. La Grande-Bretagne, patrie de la famille McCann, exerçait une influence politique et un pouvoir médiatique. L'Allemagne, des années plus tard, a revendiqué son autorité en désignant son propre suspect principal. Chacun est entré dans le récit avec des promesses de coopération. Mais la coopération s'est vite transformée en rivalité, en secret et en contrôle fragmenté. Le résultat fut un triangle de juridiction où aucune partie n'a jamais vraiment travaillé ensemble et où chaque partie avait plus à perdre qu'à trouver. Le rôle du Portugal a été marqué par l'échec. Sa police, la Polícia Judiciária, a réagi tardivement et sans sécuriser la scène de crime. Des preuves essentielles ont été compromises avant même d'être collectées. Les déclarations de témoins étaient incohérentes, mais aucune reconstitution systématique n'a suivi. Le Portugal avait l'autorité légale, mais a rapidement perdu sa crédibilité. Le rôle de la Grande-Bretagne, en revanche, n'a pas été défini par la rigueur scientifique, mais par la maîtrise du récit. Les tabloïds britanniques ont dépeint les McCann comme des victimes compatissantes, tandis que le gouvernement britannique a bloqué l'accès à des documents cruciaux, données téléphoniques, relevés financiers, dossiers médicaux, qui auraient pu éclaircir les chronologies et les soupçons. Pendant ce temps, l'Allemagne s'est par la suite avancée avec une prétendue percée. Un délinquant condamné nommé Christian Bruckner. Ils ont promis des réponses. Mais 4 ans après l'avoir annoncé comme suspect principal, aucune accusation n'a été portée et aucune preuve médico-légale n'a été produite. Au lieu de cela, des fouilles et des perquisitions très médiatisées ont captivé les caméras du monde entier, offrant l'apparence de progrès sans substance. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une enfant disparue. C'est une étude de la façon dont les gouvernements acculés entre la vérité et l'image choisissent la seconde. C'est l'histoire de la manière dont la diplomatie internationale, la manipulation médiatique et la compartimentation juridique peuvent enterrer des preuves plus profondément que n'importe quelle tombe. Chaque fois que de nouveaux indices ont émergé, que ce soit des chiens de recherche de cadavres signalant la mort à l'intérieur de la voiture de location des McCann ou des scientifiques légistes proposant une analyse ADN avancée, la réponse n'a pas été l'urgence, mais l'évitement. Les découvertes qui correspondaient à la théorie officielle de l'enlèvement ont été amplifiées. Celles qui la contredisaient ont été passées sous silence. La justice n'a pas été recherchée. Un récit était protégé. 17 ans plus tard, l'affaire concerne moins Madeleine que les systèmes qui l'entouraient. Des systèmes qui l'ont déçue non pas une fois, mais à plusieurs reprises. Des systèmes qui ont privilégié la réputation nationale à la vérité. Des systèmes qui ont traité l'opinion publique comme plus importante que les preuves.
Et c'est pourquoi cette histoire reste non résolue. Car pour répondre à la vraie question, pour faire face à ce qui a pu se passer dans l'appartement 5A, il faudrait admettre que les institutions les plus puissantes du monde ont choisi de détourner le regard. Et peut-être, c'était toujours le but. Lorsque les enquêteurs sont finalement entrés dans l'appartement 5A du Ocean Club Resort, l'endroit aurait dû être une scène de crime scellée. Au lieu de cela, c'était déjà une zone compromise. Durant ces premières heures cruciales après la disparition de Madeleine, des dizaines de personnes, amis des McCann, personnel du complexe, voisins curieux, même des policiers de la PSP locale, étaient entrés et sortis. Aucun périmètre forensique n'avait été établi. Aucun registre des personnes entrées n'avait été tenu. Chaque empreinte risquait d'en effacer une autre. Chaque contact risquait de détruire une trace de vérité. Ce qui aurait pu être le fondement de la justice fut, dès le départ, réduit en miettes. La Polícia Judiciária, la police criminelle nationale du Portugal, a commis des erreurs élémentaires qui hanteront l'affaire à jamais. Il n'y a pas eu de cartographie immédiate de l'appartement, pas de croquis détaillés enregistrant l'agencement, pas de collecte systématique d'objets comme des jouets, des couvertures ou des vêtements qui pourraient contenir de l'ADN. Les fenêtres et les portes n'ont pas été correctement prélevées. Fibres, cheveux ou possibles cellules cutanées qui auraient pu raconter une histoire ont été balayés dans le chaos. La fenêtre de la chambre, celle par laquelle un ravisseur était censé être entré, ne montrait aucun signe d'effraction. Au lieu de cela, elle semblait fraîchement nettoyée, avec seulement les empreintes digitales de Kate McCann visibles. Les opportunités médico-légales qui auraient pu éclaircir si Madeleine avait été enlevée étaient mortes à l'intérieur ou étaient parties par une autre route ont été gâchées. Plus troublant encore fut ce qui s'est passé après. Malgré leurs échecs, la police portugaise a conservé la juridiction officielle. Elle avait le droit légal de mener l'affaire, mais sa crédibilité s'évaporait en temps réel. En moins d'un an, l'enquête a été classée faute de preuves. Les dossiers ont été archivés, mais la véritable autorité s'est évanouie. Le Portugal est resté le propriétaire nominal de l'affaire, mais le contrôle est devenu de plus en plus symbolique. Les médias internationaux ont transformé leurs erreurs en gros titres. La police du pays est devenue le bouc émissaire d'un chaos qui était en vérité partagé par toutes les parties. Qu'ont signifié ces erreurs pour l'enquête elle-même? Premièrement, les heures d'or étaient repassées. Dans les cas d'enfants disparus, les premières heures décident souvent si un enfant est sauvé vivant ou perdu à jamais. Tous les experts y s'accordent. La fenêtre d'opportunité est étroite, fragile et irremplaçable. Dans ce cas, elle a été gaspillée. Au moment où des procédures médico-légales formelles ont été tentées, la scène avait été touchée, altérée et nettoyée par trop de mains pour permettre la certitude. Deuxièmement, cela signifiait que les controverses ultérieures, concernant les déclarations de témoins, les chronologies, les suspects potentiels, n'avaient aucune encre médico-légale solide. Sans preuve fiable de la scène de crime, les enquêteurs dépendraient à jamais des souvenirs, des contradictions et des spéculations. Il est pertinent de se demander, et si la scène avait été correctement scellée? Et si seuls des experts légistes formés étaient entrés? Et si chaque élément avait été photographié, emballé et catalogué dès le premier instant? Le destin de Madeleine aurait-il pu être déterminé avec clarté? Les questions de savoir si elle avait quitté cet appartement vivante ou morte auraient-elles pu être résolues de manière définitive? Nous ne le saurons jamais. Et cette absence n'est pas seulement un défaut technique, c'est une blessure qui a façonné le récit depuis. Les faux pas du Portugal ont donné la place à d'autres pouvoirs pour intervenir. Dès 2008, le gouvernement et les médias britanniques avaient pris le devant de la scène. Les dossiers de police portugais étaient conservés, mais leur influence était réduite. Au lieu de diriger, ils sont devenus des acteurs de second plan dans leur propre affaire. Leurs échecs ont permis à d'autres de revendiquer le contrôle, mais ces autres avaient leur propre motivation. La Grande-Bretagne s'est manifestée non pas par des avancées médico-légales, mais par le contrôle du récit. L'Allemagne, des années plus tard, se manifesterait avec un suspect, mais sans accusation. Pour le Portugal, la tâche était permanente. L'appartement qui aurait dû être un fondement pour la vérité est devenu, selon les analystes ultérieurs, un symbole d'effondrement systémique. Les experts l'ont qualifié de « rupture totale du protocole de base ». 17 ans plus tard,
Les spécialistes médico-légaux citent toujours l'appartement 5A comme l'un des exemples les plus catastrophiques de la façon dont une mauvaise gestion d'une scène de crime précoce peut condamner une enquête. C'est ainsi que le premier maillon de la chaîne s'est brisé. Madeleine a disparu. Les preuves, non. Mais le système n'a pas réussi à les protéger. De cet échec, toutes les étapes ultérieures de l'affaire allaient les souffrir. Car sans un début fiable, comment faire confiance à n'importe quelle fin? Si la faiblesse du Portugal était l'échec médico-légal, la force et le danger de la Grande-Bretagne étaient le contrôle du récit. Dès les premiers jours, la presse britannique a inondé le public de portraits compatissants de Kate et Gerry McCann. Les gros titres des tabloïds les ont dépeints comme des parents modèles, dévastés par une perte inimaginable. Des photographies de leur chagrin ont rempli les premières pages. Les chaînes de télévision diffusaient des mises à jour quotidiennes, souvent avec les McCann au centre. Pour le monde, ils sont devenus non seulement une famille en deuil, mais presque des symboles nationaux d'innocence et de tragédie. Mais sous ce flot de sympathie se cachait quelque chose de plus calculé. Le gouvernement et les médias britanniques ne se contentaient pas de rapporter, ils géraient. Lorsque la police portugaise a demandé des informations cruciales, relevés téléphoniques, coordonnées bancaires, et même les dossiers médicaux de Madeleine, les demandes ont été refusées. Aucune justification transparente n'a été offerte. Le refus lui-même était le message. L'accès aux données privées des McCann ne serait pas autorisé, même si cela devait paralyser l'enquête. La vérité médico-légale a été bloquée à la frontière. L'influence politique a creusé le fossé. Le Premier ministre de l'époque, Gordon Brown, a personnellement contacté les responsables portugais, les exhortant à permettre à Gerry McCann de publier une description du suspect basée sur le témoignage de Jane Tanner, un témoignage que de nombreux enquêteurs considéraient comme faible et peu fiable. En contournant l'autorité policière, l'intervention de Brown a transformé un compte-rendu de témoins vagues en un récit public. Il ne s'agissait plus de preuves, il s'agissait d'images. La Grande-Bretagne était entrée dans l'affaire non pas comme un allié neutre, mais comme un acteur puissant façonnant la direction. Le symbole le plus visible de ce changement fut Clarence Mitchell. Ancien directeur de la veille médiatique du gouvernement à Downing Street, Mitchell était devenu le porte-parole des McCann. Sa tâche n'était pas d'enquêter, elle était de raconter. Il gérait les interviews, filtrait l'accès à la presse et s'assurait que les théories alternatives, tout ce qui suggérait une négligence ou pire de la part de la famille, était minimisé. Grâce au conseil de Mitchell, les McCann ont eu ce qu'aucun autre parent dans une telle tragédie n'avait jamais eu, une cellule de relations publiques soutenue par l'État. Et cela a fonctionné. L'opinion publique a basculé massivement en leur faveur. Les dons ont afflué vers le fonds Find Madeleine. Politiciens, célébrités et chefs religieux ont exprimé leur soutien. Ceux qui remettaient en question le récit de l'enlèvement étaient d'idées souvent considérés comme cruels ou complotistes. Au Royaume-Uni, il est devenu presque impossible de soulever des hypothèses alternatives sans être accusé d'attaquer des parents en deuil. Pourtant, les contradictions sont restées. Pourquoi le ministère de l'Intérieur refusait-il de partager des données de base qui auraient pu confirmer ou infirmer des chronologies clés? Pourquoi la description douteuse d'un seul témoin a-t-elle été autorisée à dominer la recherche d'un suspect? Pourquoi tant de capital politique a-t-il été investi dans la protection des McCann plutôt que dans la révélation de la vérité? Une des réponses réside dans la réputation. La disparition d'un enfant britannique à l'étranger avait captivé l'attention mondiale. Pour le gouvernement britannique, les enjeux n'étaient pas seulement de retrouver Madeleine, mais de préserver l'image des citoyens britanniques en tant que victimes, jamais suspects. Admettre le contraire aurait risqué un embarras diplomatique et une indignation nationale. Contrôler le récit signifiait protéger non seulement les McCann, mais aussi la propre position de la Grande-Bretagne. Les conséquences pour l'enquête furent dévastatrices. Les autorités portugaises, déjà ébranlées par leurs scènes de crimes mal gérées, se sont retrouvées sapées à chaque tournant. Leurs soupçons, même lorsqu'ils étaient fondés sur des preuves, ont été écartés comme de l'incompétence ou des préjugés. Le cadrage médiatique leur a rendu presque impossible de poursuivre des pistes inconfortables sans faire face à une condamnation internationale. En 2008, le Portugal était effectivement mis à l'écart. La Grande-Bretagne, par la saturation médiatique et la force politique, avait pris les rênes. Mais voici le paradoxe.
La nation qui criait le plus fort pour la justice a également retenu les données mêmes qui auraient pu la rendre. Journaux téléphoniques qui auraient pu clarifier les mouvements, relevés bancaires qui auraient pu retracer les dépenses, dossiers médicaux qui auraient pu fournir un contexte. Tout a été verrouillé. Pour les enquêteurs, c'était comme essayer de résoudre un puzzle alors qu'une pièce, la pièce centrale, était délibérément cachée. Tel fut le rôle de la Grande-Bretagne, protéger, gérer et contrôler. Ils ont maintenu les yeux du monde fixés sur l'image de parents en deuil, tout en s'assurant discrètement que les questions plus profondes et plus difficiles ne trouvent jamais leur chemin devant les tribunaux. Ce n'était pas la justice, c'était du théâtre. Et tandis que la Grande-Bretagne racontait son histoire, le monde l'a cru. Mais la croyance n'est pas la vérité. Et dans l'ombre de ce récit soigneusement géré, un autre silence grandissait. Le silence des preuves ignorées, des voix étouffées et des possibilités effacées. En juin 2020, les autorités allemandes sont entrées sous les feux de la rampe avec une annonce audacieuse. Elles avaient identifié un nouveau suspect principal dans la disparition de Madeleine McCann. Son nom était Christian Bruckner, un délinquant sexuel condamné et ressortissant allemand qui avait vécu par intermittence en Algarve entre 2000 et 2017. Contrairement aux pistes précédentes qui étaient murmurées ou divulguées, celle-ci est venue avec autorité. Les procureurs allemands ont déclaré publiquement qu'ils croyaient net que Madeleine n'était plus en vie et qu'ils traitaient l'affaire comme un homicide. Pour un monde affamé de réponses, cela a sonné comme une percée. Les gros titres ont éclaté. L'espoir a flambé. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Rien. 4 ans se sont écoulés depuis cette annonce. Bruckner reste en prison pour des accusations sans rapport, mais aucune inculpation n'a jamais été déposée en lien avec Madeleine. Aucun tribunal n'a entendu de preuves contre lui. Aucun procès n'a été préparé. Au lieu de cela, ce que l'Allemagne a offert, ce sont des opérations de recherche très médiatisées, largement couvertes par les médias internationaux, mais ne produisant aucun résultat physique. En 2023, la police a fouillé un réservoir au Portugal. En 2024, ils ont excavé une autre zone à proximité. Des drones ont survolé, des chiens ont reniflé le sol, des tentes médico-légales ont été érigées. Les caméras ont capturé chaque instant. Et pourtant, une fois la poussière retombée, les officiels ont discrètement admis « rien d'important n'a été trouvé ». Le schéma a soulevé des questions troublantes. Ces recherches étaient-elles de véritables efforts d'enquête ou étaient-elles des gestes symboliques conçus pour créer l'apparence de progrès? Bruckner était-il vraiment un suspect ou était-il un substitut? Un nom pour combler le silence, pour maintenir l'attention du public pendant que des échecs plus profonds restaient sans réponse. Les procureurs allemands ont offert peu de clarté. Pressés de donner des détails sur les preuves qui les ont menés à Bruckner, ils ont répondu par des déclarations vagues et des évasions. Il n'y a actuellement aucune perspective de poursuite, ont-ils admis en 2024. Cette seule phrase a tout révélé. S'il n'y avait pas de voie vers des accusations, pourquoi le nommer du tout? Pourquoi saisir l'affaire au Portugal et écarter la coopération britannique pour finalement ne rien livrer? Le problème plus profond n'était pas simplement l'absence de résultats, mais la manière dont l'Allemagne a pris le contrôle. Ils ont mené des recherches sur le sol portugais sans établir de groupe de travail conjoint ni de supervision transparente. La police portugaise, gardienne légale de l'affaire, a été réduite à des observateurs symboliques. Les agences britanniques, quant à elles, ont été tenues à distance. L'Allemagne est restée seule, déclarant son autorité, mais retenant sa responsabilité. L'ironie est cinglante. En théorie, l'implication de 3 nations aurait dû renforcer l'enquête. Des ressources partagées, des renseignements partagés, une responsabilité partagée. Au lieu de cela, elle s'est fracturée en un triangle de suspicion, d'ego et d'intérêts politiques. Le Portugal, affaibli par ses premiers échecs, a perdu sa crédibilité. La Grande-Bretagne, tout en contrôlant le récit, a refusé de partager des données cruciales. Et l'Allemagne, intervenant avec une promesse de résolution, a produit du théâtre au lieu de la justice. La vérité médico-légale était restée insaisissable. Le passé criminel de Bruckner était abject, sa proximité avec Praia da Luz en 2007 suspecte. Mais la suspicion n'est pas une preuve, et la preuve est la sève de la justice. Sans elle, Bruckner n'est ni coupable ni innocenté.
Il existe dans une sorte de limbe juridique, suffisamment coupable pour les gros titres, pas assez coupable pour des accusations. Un suspect de nom, pas de droit. Pour le public, cela ressemble à de la manipulation. Chaque recherche très médiatisée, chaque déclaration confiante, alimente l'illusion que l'affaire est vivante, que les réponses sont proches. Mais sous le spectacle se cache la paralysie. Pas d'inculpation, pas d'accusation, pas de justice. Juste un cycle d'annonces qui ravive l'intérêt, pour ensuite s'estomper à nouveau dans le silence. Cela ne veut pas dire que Bruckner est innocent. Son casier est horrible. Sa présence en Algarve ne peut être ignorée. Mais la justice ne peut survivre sur la seule suspicion. Si l'Allemagne avait les preuves, des accusations auraient été portées il y a longtemps. Si elle ne les a pas, alors le maintenir sous les feux de la rampe sans résolution n'est pas une enquête, c'est une représentation. Et ainsi, le rôle allemand dans cette histoire reflète ceux qui l'ont précédé. Le Portugal a échoué sur la scène. La Grande-Bretagne a contrôlé le récit. L'Allemagne a produit le spectacle. Chaque nation a fait quelque chose. Pourtant, aucune n'a fait ce qui comptait le plus, livrer la vérité. Si la contribution de l'Allemagne était le spectacle, alors la plus grande tragédie de cette affaire est peut-être la façon dont de véritables preuves ont été ignorées, enterrées ou rejetées. Encore et encore, lorsque des faits ont émergé qui auraient pu remodeler l'enquête, ils n'ont pas été approfondis. Au lieu de cela, ils ont été traités comme des menaces pour le récit soigneusement élaboré selon lequel Madeleine avait été enlevée par un étranger sans visage, et rien de plus. L'un des moments les plus marquants est venu avec l'arrivée de 2 chiens renifleurs britanniques spécialement entraînés, experts dans la détection du sang humain et de l'odeur de décomposition humaine. Leur réputation était impeccable, leurs antécédents internationalement reconnus. Amenés au Portugal, ils ont été lâchés pour fouiller des appartements, des véhicules et des propriétés liées à l'affaire. Leurs découvertes ont été d'une précision glaçante. Les 2 chiens ont fortement signalé des alertes à seulement 2 endroits. L'appartement 5A, où Madeleine a été vue pour la dernière fois, et le coffre d'une voiture de location Renault Scénic louée par les McCann des semaines après sa disparition. Aucun autre appartement n'a déclenché de réaction. Aucune des autres voitures n'a été signalée. Aucune alerte au domicile de Robert Murat, un homme alors suspecté. Seulement l'appartement des McCann et leur véhicule de location. Dans la plupart des enquêtes, de telles alertes spécifiques déclencheraient un suivi immédiat, une deuxième série de tests médico-légaux, de nouvelles interviews, une nouvelle reconstruction chronologique. Ici, elles ont été écartées. La réponse n'a pas été l'urgence mais le malaise. Kate et Jerry McCann ont publiquement remis en question la fiabilité des chiens. Kate, en particulier, a fait une remarque qui a semblé étrange à beaucoup. Elle a demandé s'il était même possible pour un chien de détecter l'odeur de la mort d'un corps qui avait été retiré des mois auparavant. En surface, cela ressemblait à du scepticisme. Mais pour d'autres, cela ressemblait à quelque chose de plus. Un aveu involontaire qu'un corps avait jadis été là. Pour des parents s'accrochant à la conviction que leur enfant était vivant, c'était une hypothèse macabre à formuler. Trop spécifique, trop défensive, et bien trop révélatrice. Et pourtant, ni les autorités portugaises ni britanniques n'ont traité les alertes des chiens comme des pistes centrales. Pas de réexamen complet de l'appartement 5A. Pas de tests médico-légaux ciblés dans le Scénic. Les échantillons d'ADN collectés étaient ambigus et ont ensuite été jugés non concluants. Mais même cela n'aurait pas dû être la fin. Des années plus tard, le docteur Mark Perlin, un expert médico-légal de renommée mondiale en interprétation probabiliste de l'ADN, a proposé de réanalyser les échantillons en utilisant un logiciel avancé capable d'extraire de la clarté des preuves dégradées. Il a même promis de le faire gratuitement. Son offre était révolutionnaire. Un seul algorithme pourrait potentiellement confirmer ou exclure des correspondances critiques que les méthodes traditionnelles n'avaient pas réussi à résoudre. Mais son offre a été ignorée. Ni la famille McCann ni les procureurs allemands n'ont répondu. Pas de coopération, pas d'explication, juste le silence. Dans toute enquête légitime, une opportunité gratuite d'affiner les résultats ADN serait saisie immédiatement. Ici, elle a été laissée à l'abandon. Pourquoi ? Parce que lorsque les preuves correspondaient au récit de l'enlèvement, elles étaient amplifiées. Lorsqu'elles contestaient ce récit, elles étaient mises de côté. Les alertes des chiens, le lapsus de Kate,
la promesse d'une analyse ADN de pointe. Chacune était une chance d'approfondir. Chacune a été balayée. Ce qui a émergé était un schéma. La science était crainte, pas adoptée. La vérité était un passif lorsqu'elle risquait de déstabiliser l'histoire que les institutions puissantes devaient maintenir. Le résultat fut une sorte d'aveuglement investigateur. Les découvertes les plus tangibles et empiriques de l'affaire, les alertes dans le 5A et le scénic, ont été dépouillées de leur poids. Au lieu de cela, le public a été encouragé à continuer de courir après l'image d'un homme mystérieux disparaissant dans la nuit, ne laissant aucune empreinte digitale, aucun ADN, aucune empreinte de pas, aucun témoin. Un récit si propre qu'il en était presque stérile, mais qui protégeait commodément ceux qui étaient les plus proches de Madeleine. Prise individuellement, chaque pièce pourrait être écartée comme non concluante. Les chiens ne sont pas des preuves recevables devant un tribunal. Le commentaire étrange d'une mère peut être la douleur, pas la culpabilité. L'analyse ADN peut être complexe, mais prise ensemble, le schéma est indéniable. Ce n'était pas le comportement d'enquêteurs cherchant la vérité. C'était le comportement d'institutions gérant les risques, protégeant les réputations et protégeant une histoire trop délicate pour être dérangée. Et dans ce silence, la possibilité de justice a été étouffée. Les preuves n'ont pas été perdues, elles ont été abandonnées. Si les preuves ont été passées sous silence, alors les témoins se sont tus d'une manière presque contre nature. La nuit où Madeleine a disparu, les McCann dînaient avec 7 amis proches au complexe de l'Ocean Club. Ils sont devenus connus sous le nom des Tapas 7. Ensemble, ils formaient le dernier cercle d'adultes ayant vu Madeleine vivante. Dans toute enquête sérieuse, leurs déclarations, leurs souvenirs et leur coopération auraient été vitaux. Pourtant, au cours de 17 ans, ce qui ressort n'est pas ce qu'ils ont dit, mais ce qu'ils n'ont jamais eu à redire. Dès le début, des incohérences sont apparues dans leurs récits. Certains ont affirmé que le dîner avait commencé vers 20h30. D'autres ont suggéré des heures différentes. Les histoires divergeaient sur qui avait quitté la table pour vérifier les enfants, à quelles heures et pendant combien de temps. Jane Tanner a déclaré avoir vu un homme portant un enfant à 21h15, pourtant aucun des autres à table, assis à quelques mètres seulement, ne l'a remarqué. Même Jerry McCann, qui venait de rentrer après avoir vérifié Madeleine à peu près au même moment, n'a pas vu une telle silhouette. Les contradictions se sont accumulées, mais sans de solides ancrages médico-légaux de la scène du crime, la police avait peu de choses pour vérifier ces témoignages. En 2007, les enquêteurs portugais ont proposé une solution simple, une reconstitution complète. Ramener les Tapas 7 au complexe, parcourir la chronologie, clarifier qui s'est déplacé où et quand. C'était une procédure standard dans les cas complexes. Mais le groupe a refusé. Ils ont invoqué un traumatisme, des risques juridiques et le harcèlement médiatique. Sans pouvoir légal de les contraindre, la demande s'est éteinte discrètement. Ce refus aurait dû sonner l'alarme. Dans la plupart des cas de disparition d'enfants, la coopération des témoins est considérée comme un devoir. Ici, le silence a été permis. Au cours des années qui ont suivi, le silence s'est durci. Aucun membre des Tapas 7 n'a été réinterrogé par les autorités allemandes, malgré leur prétention à diriger l'affaire depuis 2020. Les Britanniques les ont qualifiés de simples témoins et le Portugal, sous pression, s'est retiré. Leurs déclarations originales, contradictoires, imparfaites et incomplètes, restent figées dans le temps. Remarquablement, aucun d'entre eux n'a jamais révisé, rétracté ou contredit publiquement ces récits. Pendant près de 2 décennies, leur histoire est restée uniforme, comme un script répété trop de fois. David Payne, l'un des membres du groupe, a un jour fait une déclaration qui semblait résumer leur approche collective. « C'est notre affaire. Tous les commentaires passent par Jerry. » En surface, c'était une demande de confidentialité, mais la formulation portait un poids plus profond. Elle suggérait une stratégie coordonnée, une détermination à ce qu'une seule voix, celle de Jerry, parle et que les autres tiennent bon. Cette ligne n'a jamais été brisée. Pas de fuite, pas de confessions anonymes, pas de révélations tardives, juste le silence. Et les autorités l'ont permis. Aucun procureur n'a exigé de nouveaux témoignages. Aucun juge n'a demandé de déclaration sous serment des années plus tard. Aucune force opérationnelle internationale n'a insisté pour les interroger à nouveau. C'est comme si 3 nations, le Portugal, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, avaient discrètement convenu que rouvrir les Tapas 7 serait trop déstabilisant. Mieux valait laisser leur silence perdurer,
même si cela signifiait laisser l'une des questions centrales de l'affaire sans réponse. Dans la plupart des affaires criminelles, la mémoire est fluide. Les témoins modifient leurs récits. Les détails changent avec le temps. Des divergences apparaissent. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est un silence uniforme chez 7 personnes pendant près de 20 ans. C'est une anomalie dans l'histoire judiciaire, et c'est peut-être l'indice le plus éloquent de tous. Car le silence, lorsqu'il est protégé par les institutions, devient un bouclier. Et les boucliers sont construits pour protéger quelque chose qui vaut la peine d'être caché. Nous nous retrouvons donc avec la question inévitable. Si vraiment il n'y a rien à cacher, pourquoi le silence a-t-il duré si longtemps? Pourquoi, après 17 ans, aucun des Tapas 7 n'a-t-il été contraint de s'asseoir dans une pièce, sous serment, et de parcourir pas à pas cette nuit-là? Pourquoi les gouvernements qui prétendent chercher la justice ne l'ont-ils jamais exigée? La réponse est peut-être aussi troublante que simple. Parfois, le silence n'est pas une absence. Parfois, c'est une conception. Pour comprendre pourquoi l'affaire Madeleine McCann reste non résolue après 17 ans, il faut se pencher non seulement sur les preuves et les témoins, mais aussi sur les institutions qui ont encadré l'enquête entière. Derrière les échecs de la scène de crime et les témoignages réduits au silence, se cache une vérité plus profonde. Cette affaire est devenue politique presque dès le moment où elle a commencé. Et une fois que la politique entre dans un tribunal, la justice suit rarement. Le Portugal portait des cicatrices avant même la disparition de Madeleine. En 2004, le pays avait été confronté à une autre tragédie infantile, la disparition de Joanna Cipriano, âgée de 8 ans. Sa mère et son oncle ont avoué, mais des photographies montrant le visage tuméfié de la mère ont suscité des accusations selon lesquelles les aveux avaient été extorqués sous la contrainte. Un officier a par la suite été condamné pour falsification de documents officiels. Le mal était fait. La police et le système judiciaire portugais ont été qualifiés, aux yeux de beaucoup, d'infiables. Cet héritage a refait surface en 2007, lorsque les enquêteurs portugais ont envisagé des théories alternatives, y compris la possibilité que Madeleine soit morte dans l'appartement. La presse britannique a utilisé l'affaire Cipriano contre eux. Les gros titres les accusaient d'incompétence, voire de brutalité. Sous cette pression, les autorités portugaises ont changé de cap. Fin 2007, la direction a changé et les pistes initiales critiques, telles que les alertes des chiens de recherche de cadavres et les chronologies inconsistantes des témoins, ont été discrètement minimisées. Il ne s'agissait pas simplement d'une question de direction d'enquête, il s'agissait de souveraineté. Une force de police nationale s'est retrouvée acculée par un examen international, incapable de suivre des chemins inconfortables sans risquer des retombées politiques. En fait, le Portugal a cédé le contrôle, se retirant en arrière-plan pendant que d'autres nations et leurs récits occupèrent le devant de la scène. Les batailles ne se sont pas arrêtées là. En 2008, après avoir été retiré de l'enquête, un enquêteur portugais a publié un livre suggérant que Madeleine était morte dans l'appartement et que son corps avait été caché. Les McCann ont porté plainte, alléguant un préjudice à leur réputation. Au début, les tribunaux portugais leur ont donné raison, interdisant le livre et imposant des sanctions financières. Mais le combat a été porté devant la Cour européenne des droits de l'homme. En 2021, la Cour a statué en faveur de l'auteur, affirmant son droit à la liberté d'expression en vertu de l'article 10 de la Convention européenne. Le jugement n'était pas une approbation de sa théorie, mais c'était un rappel frappant. La vérité ne peut être réduite au silence par la réputation. L'ironie était cinglante. Le Portugal, contraint de faire taire ses propres voix, a dû être corrigé par une cour supranationale. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne a approfondi son emprise narrative. Des personnalités politiques sont intervenues directement, des conseillers médiatiques ont contrôlé la communication et le ministère de l'Intérieur a refusé la transparence. Leur refus de divulguer des données clés, journaux téléphoniques, relevés bancaires, dossiers médicaux, a effectivement empêché le Portugal de poursuivre des pistes d'enquête qui auraient pu remodeler l'affaire. Au lieu de cela, l'influence britannique a présenté la disparition comme une crise humanitaire mondiale. En 72 heures, les McCann donnaient des interviews sur la BBC, Sky et CNN. Les dons affluaient vers le fonds Find Madeleine.
Ce qui aurait dû être une enquête médico-légale s'est transformé en une campagne médiatique mondiale. Et les campagnes sont une question d'image, pas de vérité. L'Allemagne, pour sa part, a offert une dernière tournure. En nommant Christian Bruckner comme suspect mais en ne parvenant pas à l'inculper, ils ont préservé l'illusion de progrès. Tous les quelques mois, une nouvelle recherche, une nouvelle annonce, un nouveau titre ravivèrent l'attention du public. Mais sous le spectacle, rien ne bougeait. Pas d'accusation, pas de procès. Juste un suspect maintenu dans les limbes, suffisamment utile pour occuper les gros titres, trop faible pour résister à un tribunal. Et ainsi, le schéma est révélé. Le Portugal a mal géré le début. La Grande-Bretagne a contrôlé le récit. L'Allemagne a mis en scène la performance. Ensemble, ils ont créé un cycle dans lequel la vérité n'a jamais été le but. Chaque gouvernement a agi pour se protéger. Sa réputation, ses citoyens, ses institutions. La justice pour Madeleine était secondaire. Peut-être tacitement, cela n'a jamais été la priorité du tout. 17 ans plus tard, le résultat est clair. Personne n'a été condamné. Aucune preuve définitive n'a été testée à ses limites. Les témoins restent incontestés. Les dossiers restent scellés. Madeleine McCann n'est plus seulement une enfant disparue. Elle est devenue un symbole de la façon dont l'optique politique, la bureaucratie juridique et la gestion médiatique peuvent étouffer la vérité. Et c'est l'héritage. Une petite fille a disparu, mais son affaire est devenue trop grande, trop délicate, trop politique pour être résolue. Ce qui reste est une question lancinante. Cet échec est-il né de l'incompétence ou était-ce une décision? Parce que parfois, le silence n'est pas ce qui reste lorsque la vérité est perdue. Parfois, le silence est la stratégie elle-même.